Dans la première partie de cette vidéo sont compilées différentes vidéos concernant la situation sanitaire en Guadeloupe et en Martinique. La deuxième partie qui traitera de l'empoisonnement par le chlordécone fera l'objet d'une deuxième vidéo. Bon visionnage. Empoisonnement par le chlordécone. Sécuriser les patients. Alors ils sont évacués et installés dehors devant l'hôpital. À Pointe-à-Pitre, il est un peu plus de 14h, 20h à Paris. Un incendie vient de se déclarer au niveau d'un local technique. D'épaisses fumées s'échappent du bâtiment. Rapidement, tout le personnel est mobilisé. Le plan blanc est déclenché. On a évacué d'abord tous les services critiques, urgence, réa, bloc, etc. On a attendu un peu pour évacuer, puis maternité. On a attendu un peu pour évacuer les autres services. Bon là, il semblerait que la fumée monte et donc on va évacuer les autres unités. La direction de l'hôpital, les services de secours, la préfecture, l'agence régionale de santé et les forces de l'ordre, tous se coordonnent. Au total, 1200 personnes sont évacuées du CHU. Plus de 80 patients sont transportés vers d'autres établissements. Aucune victime n'est à déplorer. 3 heures après le début de l'incendie, à 18h heure locale, les pompiers arrivent à circonscrire le feu mais pas encore à l'éteindre. Des fumées continuent de se propager dans d'autres parties de l'hôpital. Un sinistre qui relance la polémique sur l'état du CHU de Pointe-à-Pitre. Les médias locaux et certains soignants parlent d'un établissement vétuste laissé à l'abandon. Une alerte déjà lancée après le passage de l'ouragan Irma. À Pointe-à-Pitre, la construction d'un nouvel hôpital a commencé en juin dernier. La fin des travaux est prévue pour 2022. Et maintenant à notre collègue Dominique Théophile pour le groupe La République En Marche. Vous avez la parole pour 2 minutes, chacun respecte son temps. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Madame la ministre, le gouvernement a annoncé récemment une refonte audacieuse et globale ayant pour objectif d'optimiser l'offre de soins et de mieux financer les établissements dans notre pays. Depuis plusieurs années, le CHU de Pointe-à-Pitre est confronté à des difficultés financières qui entravent son bon fonctionnement. Vous-même aviez mis en place un plan ambitieux d'accompagnement dont l'objectif était d'améliorer la qualité, la sécurité et la prise en charge des patients. Mais aujourd'hui, Madame la ministre, la situation s'est aggravée suite à l'incendie qui a frappé l'établissement de Pointe-à-Pitre le 28 novembre dernier. En effet, ce sinistre implique non seulement la remise en état des locaux, mais également une stratégie pour préserver les effectifs des médecins. Soit dit en passant, 50% des urgentistes sont sur le point de quitter le CHU. Cela s'ajoute aux difficultés classiques de recrutement de spécialistes et ne favorise pas la bonne prise en charge des patients, ce qui entraîne un taux de fuite important. De ce fait, le plan annoncé apparaît aujourd'hui insuffisant. Il doit donc être adopté pour répondre à l'urgence de la situation. Par ailleurs, il est important, pour garantir un niveau de trésorerie constant qui assurerait la fluidité des approvisionnements en médicaments et autres fournitures, de mensualiser le versement des aides. Cette action contribuerait au bon fonctionnement du CHU de Guadeloupe. Madame la ministre, vous connaissez mon engagement dans le domaine de la santé, ma préoccupation constante concernant l'amélioration de l'état de l'offre de soins dans nos territoires. Ma question est donc la suivante. Sans attendre l'application de la nouvelle réforme concernant le financement des hôpitaux et face à cette situation inédite, quelles mesures financières complémentaires comptez-vous mettre en œuvre pour solidifier la trésorerie du CHU de Pointe-à-Pitre et procéder aux réparations et acquisitions d'équipements nécessaires? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Dominique Théophile, vous avez raison, l'accident qui a touché la Guadeloupe, le CHU, cet incendie du 28 novembre, a été dramatique. Heureusement sans drame humain. Il a énormément fragilisé l'offre de soins de la Guadeloupe et vous le savez, j'ai pris ce sujet à bras-le-corps, je me suis rendue sur place 48 heures après. Je tiens d'ailleurs à souligner l'extrême sang-froid des professionnels de ce CHU qui ont évacué la quasi-totalité du CHU sans blessés.
à la présidente de la CME, Madame Suzy Duflot, qui opérait pendant que la fumée envahissait son bloc opératoire, au directeur, Monsieur Thépeau, qui met tout en œuvre pour remettre en état ce CHU. Nous avons fait livrer, vous le savez, un hôpital de campagne, un hôpital militaire, mais il faut évidemment que les finances soient au rendez-vous et nous sommes là, nous y travaillons. J'ai décidé d'allouer au CHU de la Guadeloupe 69 millions d'aides exceptionnelles en 2017, soit 20 millions d'euros supplémentaires que le montant déjà perçu en 2016, qui était déjà à un niveau très exceptionnel. Ces 20 millions d'euros supplémentaires permettront d'acquérir sans délai les équipements et prestations de travaux nécessaires à la remise en état et notamment l'achat ou la location de blocs opératoires. Par ailleurs, je suis en mesure de vous confirmer que tout comme en 2017, les aides en trésorerie continueront d'être mensualisées en 2018. Enfin, je souhaite que les Guadeloupéens retrouvent rapidement une offre de santé à la hauteur de leurs besoins et l'activité normale du CHU. Et donc, je souhaite que ce CHU soit remis en état en attendant la livraison du nouvel hôpital en 2022. Vous savez que les marchés publics ont été lancés. Il s'agit d'un investissement massif de l'État pour 580 millions d'euros. Le nouveau CHU sera livré en 2020. Vous pouvez compter sur mon entière détermination pour la santé des Guadeloupéens. Je vous remercie. Merci. La parole est... Des patients en salle d'attente. Des écoulements d'eau sale sur le sol, dangereusement glissants. Sur ces images amateurs, ce n'est pas un hôpital abandonné quelque part dans le monde, mais bien le CHU de la Guadeloupe, encore en service, ou presque. Ce matin, devant l'établissement concerné, la grève du personnel a commencé. Objectif, alerter sur les dysfonctionnements pour trouver rapidement des solutions. Le danger, il est là. Dès l'arrivée, le danger, il est présent puisqu'il y a un temps d'attente considérable. On peut être pompier, avoir quelqu'un en très grande difficulté et quand même passer un minimum de temps de 2 heures d'attente pour obtenir un brancard, juste un brancard, et ensuite voir une infirmière d'accueil. On n'a toujours pas vu le médecin. Donc déjà, il y a quand même un enjeu vital important au niveau des urgences. J'ai des collègues infirmières qui ont déjà eu à acheter elles-mêmes des aiguilles ou encore du papier pour réapprovisionner les bacs de papier. Des fois, c'est les collègues qui passent au supermarché voilà, pour acheter le matériel, sinon on ne peut pas s'essuyer carrément. Donc voilà, la maladie nosocomiale, elle est déjà présente dès le départ. Plus de 2 semaines que la mobilisation a commencé et aucune mesure forte n'est apparue pour endiguer la crise aux urgences et au pôle maternité. En attendant, le personnel est formel. Ici, les patients, surtout les plus fragiles, sont exposés à un surrisque de maladie, voire pire. Il y a énormément de moisissures dans les faux plafonds, des draps qui tiennent des tuyaux pour éviter que ça coule. Et du coup, toutes ces moisissures, après, se répandent sur les faux plafonds et dans les chambres des enfants. Pour l'environnement d'un bébé prématuré qui n'a aucune défense immunitaire, ce n'est pas tolérable. Le problème qui passe aussi, ce sont les nuisibles. Nous avons énormément de nuisibles. On demande aux parents d'acheter des moustiquaires pour les enfants qui ne sont pas en couveuse. On a des araignées, des scolopendres, des cafards. Tout ça, c'est à nous chaque fois de nettoyer, de protéger les enfants, etc. Nous prenons les moyens que nous pouvons pour protéger les enfants. Dès mercredi, les grévistes entreront une nouvelle fois en négociation avec la direction. En attendant des solutions, le service minimum est maintenu au CHU. Tout sera fait avec les moyens du bord pour soigner les patients. CHU à l'hôpital de gens qui y travaillent. Tous les stocks d'ivermectine ont été réquisitionnés par l'État, par le biais de la gendarmerie, dans toutes les pharmacies, puisque les médecins ici commençaient à prescrire beaucoup d'ivermectine, d'azithromycine et tout le protocole qui empêche les gens d'aller à l'hôpital. Ils ont été réquisitionnés voici 1 semaine et c'est stocké au niveau -1 du CHU de Fort-de-France, pas pour soigner les gens, pour empêcher les médecins de prescrire. L'oxygène liquide, ici on a Air Liquide qui produit de l'oxygène, qui nous ont également témoigné, nous avons contacté, qu'il y a pour 5 ans d'oxygène médical. Mais simplement, l'ARS leur a demandé de le bloquer. Ça a été bloqué par l'ARS. Donc voilà la situation réelle en Martinique. Tout est fait pour que cela dégénère et pour que l'on soit un exemple pour dire « Ah, ils ne sont pas vaccinés, regardez, ils meurent ». Mais c'est faux. En termes de chiffres, nous sommes la 17e région, chiffre au 7 août, nous sommes la 17e région de France en termes de taux de mortalité. La 17e, c'est-à-dire l'avant-dernière. Là, presque celle où il y a le moins de mortalité, -1. Voilà. D'accord ?
beaucoup bien plus loin derrière que la Haute-Corse qui n'est pas reconfinée en ce moment. Notre taux d'incidence est loin derrière la plupart des régions, Grand Est, etc. Personne n'est reconfiné. C'est une punition politique parce que les gens ne se vaccinent pas ici. Il n'y a pas d'autre raison valable. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la Martinique en ce moment. Pareil, des avis d'obsèques, ils nous ressortent les mêmes avis d'obsèques, les mêmes gens. Les gens, ça fait 5 jours qu'ils meurent. Ils meurent, ils reviennent, ils meurent, ils reviennent. Autre chose qu'on ne vous dit pas sur les médias en France, c'est que nous avons une grosse épidémie de dingue en ce moment. Les gens meurent de la dingue également. Et ça, on les met évidemment toujours sur le compte du Covid. Bonjour monsieur, excusez-moi. En fait, on vient de l'hôpital et avec mon mari et on nous a prescrit ça et je n'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. Il me dit qu'il ne peut pas avoir les médicaments. J'ai pas entendu. Pourquoi vous ne le donnez pas? Mais comment on fait nous alors? Attendez, je vous explique notre parcours. J'ai appelé le 15, ok? On nous a envoyés à la maison de garde à l'hôpital. Là ensuite, on a vu le médecin, en fait il a vu le médecin de l'hôpital. À l'hôpital on donne cette prescription. Ensuite on a appelé le 15 pour savoir quelle était la pharmacie de garde. On nous a dit que c'était la vôtre. Et là vous me dites que vous ne donnez pas ces médicaments-là? Pourquoi vous ne les donnez pas? Qu'est-ce qu'on doit faire si vous ne les donnez pas? Je dois faire quoi là moi? Je dois retourner à l'hôpital avec lui? Là, moi ça c'est dangereux, je ne donnerai pas. C'est-à-dire? En fait moi je suis là pour vous protéger, je ne suis pas là pour vous embêter, hein. D'accord? Mais moi, ce médecin-là, il m'a fait des erreurs toute la matinée. Et là, ce qu'il est en train de faire, il n'a pas le droit de prescrire ça. Moi, je ne le donne pas. C'est la première fois que je vois ça. Il y a de l'exomuc, du biocalyptol en sirop. Alors ça, oui, bon, déjà, Stomectol, clarithromycine et un oxymètre. L'oxymètre, j'en ai pas. Mais le stromectol et l'antibiotique... Donc je vais où? Je fais quoi? Je retourne à l'hôpital avec lui? On le laisse comme ça? On fait rien? Je fais quoi là maintenant? Je fais quoi avec mon mari là maintenant? Si votre mari il a une suspicion de Covid, ce qu'on fait, c'est un test. Mais on sort de l'hôpital là, monsieur. Et on fait quoi là? Vous imaginez que vous êtes en train de me dire qu'on ne nous donne pas les médicaments? J'entends. Donc moi, quand le médecin il fait une erreur, je délivre pas, c'est tout. Donc pour vous, le médecin il a fait une erreur là? Je suis pas là pour vous embêter, hein. Donc pour vous, le médecin il a fait une erreur. Donc je retourne à l'hôpital? C'est tout. Ça, c'est des ordonnances de professeur Raoult. Ça, c'est dangereux. C'est comme ça. Ça me regarde pas. Moi, je suis pas le professeur. Ça me regarde pas. Moi, je fais que vous répondre. Après, chacun fait ce qu'il veut, madame. Je suis pas là pour vous embêter. C'est-à-dire que moi, je joue mon rôle et je donnerai pas du stromectol et antibiotiques. S'il a le Covid, on le teste. S'il est positif, il s'isole. S'il n'est pas positif et qu'il a été cas contact, enfin, qu'est-ce qui se passe? Il a été cas contact? Mais il a juste des symptômes de fatigue et de maux de dos. Enfin bref, voilà quoi. D'accord, maux de dos, donc c'est sûrement le Covid, donc il faut le tester, madame. Mais je veux bien, mais on fait comment? On sort de l'hôpital là. Je retourne à l'hôpital pour le faire tester. Qu'est-ce que je fais? Ah, moi je peux le tester si vous voulez. Alors vous pouvez pas nous donner les médicaments, mais vous pouvez le tester. Madame, pourquoi vous me faites répéter les mêmes réponses? Non, mais je vous remercie beaucoup. Je vous remercie infiniment, monsieur. Je retourne à l'hôpital. Je suis pas là pour vous embêter. Non, j'ai bien entendu. Je retourne à l'hôpital. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comme ça. Là, il est en train de jouer. Voilà. C'est quoi cette histoire C'est quoi cette histoire C'est quoi cette histoire de c'est une prescription du professeur Raoult et que c'est dangereux? Parce qu'on ne donne pas l'ivermectine, ça c'est des traitements qui sont controversés. Il n'y a pas marqué ivermectine là. C'est le stromectol l'ivermectine. Ok. Moi je fais ça pour vous. Que là, vous êtes en train de me dire que ça c'est un traitement du professeur Raoult et que ce monsieur n'a rien à faire en tant que médecin. En fait, c'est pas un médecin quoi, le monsieur qui nous a. Donc ni le professeur Raoult ni ce monsieur n'ont le droit d'être médecin quoi. Le monsieur qui nous a prescrit ça, c'est pas un médecin. Comment? Le monsieur qui nous a. Vous voulez discuter de quoi avec moi là? On vient juste récupérer des médicaments. Ces médicaments. Ok, je vous remercie monsieur. Ok. C'est pour vous. Merci. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
Les préfets là vers Mandenus qui a fait nous croire que toutes les mesures sanitaires prennent vers le CTIG, c'est menti, il n'y a pas menti pour Guadeloupéens. L'État français interdit tout Français derrière dans les stations de ski, y compris en Europe, justement pour éviter les contacts et faire en sorte de limiter la propagation à virus là. Le directeur général de la santé en France, M. Salomon, il dit que ni 100 départements français qui nient un taux de vulnérabilité très élevé. Le taux de reproduction du virus corona, il a dépassé 1, il y a 1,03, ce qui fait que aujourd'hui là en France, il y a une situation de contamination qui est de plus en plus grave. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas comprendre qui Jean-Michel Lecornu, préfet là, et l'État français en général, qui a autorisé l'arrivée massive à les touristes ici. Là, nous savons qu'on a plus de 100 000 Guadeloupéens qui atteignent de comorbidité, donc qui ont un danger réel de mort par rapport à l'évolution à virus là. Là, nous savons système de soins nous qui j'ai défaillant. Là, nous savons que depuis le mois d'avril, nous avons plus de 160 morts en Guadeloupe. Là, nous savons difficultés et efforts guadeloupéens déjà faits depuis le mois de mars 2020 pour arrêter la propagation à virus là. Pour nous, c'est une décision criminelle et c'est pour ça que nous avons demandé les autorités compétentes de prendre un arrêté pour arrêter d'arriver à les touristes en Guadeloupe pour protéger la population guadeloupéenne. Si yo capable de dire que yo ka fait moun vini soi-disant parce qu'il y a des mesures sanitaires qui prient dans les hôtels et les gîtes pour qui bitin yo pas mettre même mesures sanitaires dans les hôtels et les gîtes de montagne en France et ouvrir les stations de ski. Voilà une bonne question. Outremernews.fr, c'est toute l'info outre-mer. Yo ouvert et le 5 novembre 2020 Danix fait TF1 vini ici dans TF1 dit mis en département qui contrôlait le Covid sans confinement alors qu'il y a plus de 160 Guadeloupéens étaient morts entre septembre et octobre 2020 en pays là ça. Mimi, c'est comme si ils font une expérience chez nous pour te regarder à qui genre virus a évolué à nos populations qui sont fragiles. Un an après, même scénario, il a ouvert, tout le monde a rentré. 4 semaines après, augmentation des contaminations, augmentation des décès. Quand ils viennent dire nous, ah, c'est parce qu'ils ne sont pas vaccinés. C'est toujours faute en nous. Oh, ou savent quelle est où fait mon rentrer et ou pas contrôler quand il faut, eh bien, nous avons une contamination. Ou savent que nous avons une population, attention, etc., etc., etc. Ou savent qu'on a l'hôpital qui est délabré, qu'à manquer monde, qu'à manquer l'argent, qu'à manquer matériel, qu'à manquer respirateur, qu'à manquer tout bitin. Ou savent qu'il y a 8000 km à la France et qu'il y a un enfant au pays arrivé comme ça. Ou savent qu'il y a en difficulté et pourtant, ou quand ils disent nous oui, nous déborder et que c'est parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Ou criminels, et quand ils fait, eh bien, ils ont interdit médecins prescrits. Ils ont interdit pharmaciens délivrés. Et nous avons les forces pour les médecins qui ont bravé, qui ont prescrit. Nous avons les forces pour les pharmaciens qui ont bravé, qui ont délivré les médicaments. Parce qu'ils ont fait en sorte pour nous obliger nous, faire ça ils ont envie. Eh bien, ils ont dit, ils ont coupé les vannes pour ne pas bénéficier de bons traitements alternatifs. Nous pas médecins. Mais les médecins ont dit, prends ça, ça qui aide pour ne pas tomber dans tel bitin. Eh bien, ces médecins ont fait confiance. Comment se fait-il qu'ils ont dit qu'il faut pas y bas, il faut pas y bas? Eh bien, ça veut dire qu'il ça veut dire qu'ils ont fait le choix de tuer nous. Et que si un monde qui a fait le choix de tuer, il faut faire une chouaille. C'est très clair. En hôpital, tout le temps, dimanche passé, en journal là, ils ont dit nous, il y a un traitement qui a existé en Guadeloupe depuis le 28 avril. Pas le monde pas au courant. Le fameux traitement des monoclonaux. On rend compte. Tous les responsables rendent compte. Et c'est pour ça que nous avons profité pour nous lancer un appel à tout le monde qui est famille à pris, à tout le monde qui est famille à mort. Rapprochez les autres de nous. Criez, l'IGTG, nous, nous avons un cahier spécial qui a répertorié. Non, prénom, et tout problème qui y a venu au téléphone. Nous avons des témoignages à tout le monde. Pendant nous pas vous mettre en la rue, il faut nous gouverner en la rue. Mais aussi nous avons utilisé le tribunal parce que nous, à tout le monde de tête nommée. L'idée c'est que bateau là montre, ni ça qui va jamais arriver. Est-ce que l'esprit
Donc le 1er septembre, de manière consciente, nous rentrons en grève générale totale. Pourquoi illimité? Parce que si nous arrêtons grève là, le 1er, et bien tous les camarades qui ont une suspension du contrat de travail, retenue de salaire et licenciement, nous condamnons à aller jusqu'au bout. C'est pour ça que nous condamnons à la grève jusqu'à satisfaction, jusqu'à l'abrogation, à loi Macron et Zamiaï. Nous pas dit le choix.